Robert, vous avez passé 13 ans au CICR, donc au Comité international de la Croix-Rouge, donc 13 années. Et actuellement, en fait, vous avez une double casquette, une casquette à la fois de praticien, puisque vous enseignez, donc vous êtes suisse, je vais oublier de le préciser, et donc vous enseignez à l'école à un niveau qui correspond en France au CE2. Et en parallèle, vous êtes également chercheur, puisque vous faites un master à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation à l'Université de Genève. Et donc, vous allez nous parler d'enseignement du fait religieux à l'école primaire. C'est à vous. Je vous remercie Valérie pour cette introduction et je vais donc partager mon écran. Donc bonjour, c'est un honneur pour moi d'avoir été invité à cette rencontre du RIED. Je remercie tout particulièrement Barbara Fouquet-Choprade qui me suit à l'Université de Genève et dans le cadre de mon mémoire de master, et ainsi que Françoise Lorsori pour leur confiance. Ce colloque est une première pour moi et je vous remercie d'avance pour l'attention que vous porterez à ma présentation. Les enseignants genevois à l'école primaire face aux faits religieux dans un contexte laïque de l'apologie à l'autocensure. L'objectif de cette communication est d'ouvrir des possibles en termes d'enseignement du fait religieux à l'école primaire, en partant du cas de Genève. Après m'être brièvement présenté, je vous exposerai en guise d'introduction le contexte genevois, sa place au sein de la Confédération suisse, l'histoire qui l'a mené vers sa laïcité. Je tenterai également de vous présenter l'organisation du système éducatif suisse et son lot de curiosités avant de vous partager les résultats d'une enquête éprouvée dans 3 écoles genevoises. Finalement, j'ouvrirai la discussion sur la dite neutralité des enseignants dans notre système de valeurs et de croyances. Donc effectivement, je suis actuellement enseignant primaire dans une école en REP. En fait, je vais passer cette slide vu que vous me l'avez déjà présentée. Donc, la République et canton de Genève est le 18e canton à rejoindre la Confédération suisse le 19 mai 1815. La Confédération suisse est un État fédéral comptant actuellement 26 cantons et partageant 4 langues nationales, l'allemand, le français, l'italien et l'européen. Elle jouit d'un système de démocratie directe. Malgré sa petite taille, la Suisse compte 26... Pardon, Robert, on a de l'écho parce que le micro n'a pas été coupé dans la salle. Est-ce que vous pouvez couper le micro dans la salle, s'il vous plaît? Ça y est. C'est bon, c'est fait? Merci. Merci, ce sera plus agréable comme ça. Oui, donc malgré sa petite taille, la Suisse compte 26 constitutions cantonales et une fédérale qui supervise l'ensemble et sur lesquelles les cantons et le peuple s'accordent. Soit autant de manières de concevoir la laïcité. La Suisse est attachée à la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 15 sur la liberté de conscience et de croyance de sa constitution de 1999 rejoint l'article 18 de l'ADUDH. L'article 72 délègue le rapport entre l'Église et l'État au canton, mais expose une responsabilité commune dans le maintien de la paix entre les différents membres des communautés religieuses. En Suisse, il y a donc 26 systèmes éducatifs. Ceci a des avantages en termes de gestion et de prise de décision, mais également des inconvénients, notamment en termes de mobilité des familles. En exemple, le redoublement imposé lors d'un déménagement entre Genève et Lausanne dans les années 90. L'idée d'une harmonisation est apparue au début des années 2000. La conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique s'est accordée sur la mise en place de 3 plans d'études correspondant aux 3 régions linguistiques. Les cantons sont responsables de l'harmonisation de la scolarité obligatoire. Je cite ici l'article 62 de la Constitution fédérale. Donc, les cantons sont tenus d'harmoniser les grands objectifs et les structures de la scolarité obligatoire. Au cours des dernières années, ils ont posé les jalons importants en la matière. L'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire, le concordat Armos, qu'ils ont élaboré conjointement, décrit les principaux aspects de cette harmonisation. Il prévoit notamment des dispositions sur le début de la scolarité, la durée des niveaux d'enseignement et l'harmonisation des objectifs. Une grande liberté demeure au sein des cantons. On veut, par exemple, que si le plan d'études roman prescrit un cours d'éthique et culture religieuse,
accompagner les 3 objectifs exposés ci-contre, les cantons sont libres de la manière de dispenser le cours. Un lien est à faire avec les différentes manières de percevoir la laïcité en Suisse et plus particulièrement à Genève. À Genève, le département de l'instruction publique relève que l'enseignement du fait religieux fait partie des plans d'études de l'enseignement public et que dans le rôle de formation et d'éducation qui leur revient, les enseignants se doivent d'adopter une attitude neutre et rigoureuse privilégiant l'analyse et la raison. Pour vous aider à mieux comprendre son appréhension à Genève, un bref retour historique me semble pertinent. Au XVIe siècle, l'époque de Calvin, les tensions entre catholiques, installés principalement dans les campagnes avoisinantes, et protestants majoritaires au sein des murs de la cité sont vives. Je cite, « Calvin lutte pour une discipline de vie sévère, moralité et religion étant étroitement associées. Les mœurs doivent être surveillées de près, le luxe réprimé. Un tribunal, le consitoire, comprenant des pasteurs et des laïcs, est chargé de punir les infractions. » Le XVIIIe siècle voit la naissance d'une pensée libérale à Genève. Je cite, « Le magistrat et philosophe cartésien Chouet ainsi que le pasteur Turrettini ont une grande influence sur la société genevoise. Par leurs discours, dans différentes chaires universitaires, ils vont faire découvrir un nouveau principe à leurs compatriotes, celui de la liberté individuelle. Celui-ci ouvre les Genevois à une conception plus ouverte du monde. » La période de 1798 à 1814 couvre la période de l'annexion de Genève à la France sous Bonaparte. Cette période est accompagnée d'une vague de migration catholique. En 1815 et 1816, respectivement, sont signés les traités de Paris et de Turin. Ils répartissent les différentes communes à la Savoie et à la Confédération suisse. Les catholiques minoritaires sont tolérés, mais n'ont pas les mêmes droits, dont celui de voter. Le 27 janvier 1834 est un jour important dans la quête de la laïcité. La loi sur la direction et l'administration des établissements d'instruction publique est adoptée. Cela signifie que l'école devient une institution d'ordre public, alors qu'elle était jusque-là gérée par la Compagnie des pasteurs. 1846, rédaction d'une nouvelle constitution par les radicaux qui rend l'école publique laïque et gratuite. Moyen élaboré pour amenuire les tensions entre catholiques et protestants, qui jouaient de grandes propagandes pour attirer les enfants du canton dans leurs écoles respectives. À partir de 1860, le nombre de catholiques dans le canton dépasse celui de protestants, même si ces derniers restent majoritaires dans le nombre de votants, car seuls les citoyens de la ville de Genève ont le droit de vote. 1874, Genève devient la première ville au monde à instaurer une chaire d'histoire des religions où ces dernières sont étudiées de manière laïque et non confessionnelle. Dans sa démarche, cette discipline obtient le statut de science d'observation. 1870-1880, apparition de l'idéologie duale du Kulturkampf. Premièrement, un mouvement anticatholique romain, nourri de l'esprit protestant hostile à tout ce qui vient de Rome, encouragé par le climat européen ainsi que par une situation genevoise de provocation réciproque. Deuxièmement, un mouvement anticlérical dirigé à la fois contre les protestants et les catholiques. Il préconise la nécessité du contrôle de l'État sur les affaires religieuses et conçoivent un nouveau projet de société en matière spirituelle. Leur but est de confiner le religieux à la sphère privée et ecclésiale, cette dernière devant être soumise au contrôle démocratique. En 1880, le député du Grand Conseil, Henri Fazy, propose un projet de loi qui vise la suppression du budget des églises. Les protestants sont contre et les catholiques favorables. Le projet de loi est accepté par le Grand Conseil, mais refusé aux urnes. Cependant, cela marque un grand pas en avant pour la laïcité. En 1906, Fazy propose à nouveau le même projet de loi. Il est accepté au Grand Conseil en 1907. Et le 30 juin 1907, le peuple genevois accepte de justesse la loi constitutionnelle supprimant le budget des cultes. C'est donc à cette date que le canton de Genève sépare l'Église et l'État. Dès les années 90, une prise de conscience opère au sein de la gouvernance du système éducatif genevois, mais également dans ceux des autres cantons. Elle est basée sur le constat d'une pluralisation du paysage religieux, des défis pour une cohabitation pacifique de ses différents membres, des effets de la sécularisation, de la volonté de donner la possibilité aux jeunes de comprendre comment les religions ont façonné la culture et les mœurs, et finalement de la crainte de certaines mouvances sectaires. C'est dans les années 90 que la secte de l'ordre du Temple solaire
a été créée à Genève. Une secte qui perpétuera un massacre sans précédent en 1994 en Suisse, à Chéry dans le canton de Fribourg et à Salvan dans le canton du Valais, faisant 48 morts, mais également en France, dans le Vercors, faisant 16 morts, et au Canada en 1997, faisant 5 morts. Philippe Borgeaud, professeur ordinaire d'histoire des religions antiques à l'Université de Genève, en introduction à la conférence débat du 20 avril 2013, intitulée « Parler des faits religieux à l'école, pourquoi faire ?», a rapporté que, je cite, « Depuis les années 80, au moins 2 slogans contradictoires ne cessent de retentir. Le retour du religieux et son opposé, le drame de l'analphabétisme religieux. Au réveil des fondamentalismes, à l'effervescence des sectes et des piétés New Age, aurait fait l'écho l'oubli des savoirs religieux, ignorance crasse de ce que certains considèrent comme les racines spirituelles de nos identités. Après le temps du désenchantement et de la déconfessionnalisation, voici que serait venu le temps de la remise en cause du profane. Après les prétendues victoires des Lumières et le règne des incertitudes, voici que serait revenu le temps des convictions, le temps de la désécularisation. En 2016, la conseillère d'État genevoise en charge du département de l'instruction publique, de la culture et des sports, Mme Anne-Emery Torra-Santa, a relevé que depuis plus d'une année, on constate dans l'opinion publique une perception exacerbée des questions liées à l'application à l'école du principe constitutionnel de laïcité. Les débats sont parfois vifs entre les partisans d'une posture laïque, intransigeante, et ceux qui défendent une attitude accommodante. Et de ces hésitations apparaissent parfois dans nos écoles et services quant à l'application du respect de la laïcité. Depuis la rentrée scolaire 2018, l'enseignement du fait religieux est dispensé sur la base des moyens d'enseignement romans et distribué par les éditions Agora à Lausanne. Soit Un monde en fête pour les élèves de la 1P à la 4P et les récits de l'Antiquité pour les élèves de la 5P à la 6P. L'introduction de ces moyens d'enseignement se fait en phase à partir de l'année 2018. En conclusion de ce détour historique, j'expose que le contexte genevois est très hétérogène du point de vue de la situation socio-économique des familles fréquentant les institutions scolaires, mais plus encore du point de vue des origines géographiques de sa population. Les différentes vagues de migration, tant économiques que résultant de situations de conflit, ont au fil des derniers siècles constamment transformé la population genevoise. Des réfugiés protestants fuyant les persécutions catholiques au temps de Calvin, à ceux venus du Kosovo fuyant la guerre au début des années 90, aux immigrés italiens, espagnols et portugais venus bâtir et soutenir l'essor économique de la nouvelle Genève internationale dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en passant par tous les travailleurs internationaux employés par les multinationales. Le paysage culturel local n'a cessé de s'enrichir. Cette multiculturalité a imposé la forme de laïcité qui est appliquée à Genève. Verba, seul chercheur de l'IRIS a travaillé sur les faits religieux en 2019, met en évidence, je cite, qu'il y a un lien étroit entre les migrations dans le monde et les pratiques religieuses. D'une part, en raison de la mondialisation de certaines religions qui ont réussi à rassembler des centaines de millions de fidèles, comme le christianisme ou l'islam, et d'autre part parce que chaque nouveau contexte de déplacement affecte durablement les pratiques sociales, par conséquent les faits religieux, à la fois dans les pays d'accueil et les pays d'origine. Verba expose une typologie de la laïcité en 2 modèles, se prêtant bien à la compréhension et à la perception de la laïcité en Suisse. Un modèle confessionnel qui institue une coopération entre un État et une religion dominante, un second modèle de séparation où l'État ne privilégie aucune religion. En appliquant cette typologie au contexte suisse, les cantons de Genève et de Neuchâtel s'inscrivent dans le second et les 24 autres cantons sous le premier. Selon Rota, historien des religions de l'Université de Berne et spécialiste de l'enseignement religieux, 2 pôles d'approche distincts sont mis en place dans les écoles primaires suisses, je cite. Le premier pôle je suis passé trop vite. Le premier pôle pose la religion comme un objet d'étude historique, anthropologique, et c'est le pôle retenu par le canton de Genève qui aborde l'enseignement du fait religieux dans le cadre de la discipline de l'histoire. Et puis un autre pôle où on observe une tendance qui voit la religion comme une ressource dont les élèves peuvent s'inspirer pour se cultiver, s'épanouir, trouver du sens et de la paix.
c'est le choix des autres cantons qui l'abordent sous le prisme de l'éthique. Je vais maintenant vous présenter les éléments de l'enquête que j'ai menée dans le cadre de mon travail de fin d'études en explicitant tout d'abord la problématique. Donc, que faire concrètement des faits religieux dans un terrain laïque, scolaire laïque? Quelles sont les différentes approches possibles pour en traiter au niveau de la classe? Quels enjeux représentent-ils dans les relations école-famille? En songeant à un dispositif d'enquête, j'ai d'emblée souhaité explorer différentes approches possibles quant à la problématique exposée. C'est pourquoi j'ai souhaité m'appuyer sur 3 approches distinctes. Une première reposant sur une entrée par le domaine de la formation générale, avec une classe de 8P sur la 6e du collège, une seconde sur celle de la discipline de l'histoire, ancrée dans une approche comparative entre les différentes fêtes du calendrier, qu'elles soient civiles ou religieuses, avec une classe de double degré, d'un P2P, MS, grande section de maternelle. Une troisième, un peu plus inédite, sur celle de l'interdisciplinarité, défendant l'idée de mettre une discipline au service de l'autre. Le corpus est composé des traces récoltées durant les différentes séquences d'enseignement. Lors du premier temps de terrain qui a duré 8 semaines, j'ai planifié d'emmener la classe sur une journée visiter l'exposition temporaire Dieu, mode d'emploi, un voyage pédagogique et artistique permettant d'aborder la question du fait religieux dans le cadre du cours de l'histoire. Mais j'ai également mis en place un café philo où j'ai pu déconstruire avec les élèves certaines thématiques proposées par l'exposition, à savoir les divinités, l'au-delà, les passages, les conflits et les corps, mais également de s'interroger sur la pertinence d'aborder les faits religieux à l'école primaire. Je dois accélérer un petit peu. Avec les classes donc, de moyenne et grande section, une intervention sur 3 semaines, par une entrée sur la discipline de l'histoire, avec ce moyen, avec le moyen d'enseignement Un monde en fait, qui reprend une méthode d'enquête. Voici un petit panorama des 28 fêtes civiles ou religieuses retenues par le moyen d'enseignement. À noter que l'enseignant devrait traiter un minimum de 6 fêtes par année, ce qui signifie que les élèves de la 1P à la 4P pourraient potentiellement être amenés à découvrir 24 d'entre elles sur les 4 années du cycle élémentaire. Finalement, lors de mon dernier temps de terrain, donc, je suis parti de l'idée d'un album de jeunesse, La Réunion des religions, pour élaborer une séquence d'enseignement permettant de travailler la discipline du français en empruntant plusieurs axes, donc la compréhension orale et le fonctionnement de la langue, étant donné que cette séquence a été donnée à distance vu qu'elle était durant le confinement. Je passe. Voici un exemple d'un des récits utilisés pour cette séquence. Voilà. Voici les résultats donc, de mon intervention avec la classe de 8e. Et effectivement, il en ressort qu'un regard critique par le biais d'une approche philosophique est pertinente, mais complexe à tenir pour l'enseignant. L'analyse des résultats de ce temps de terrain ont fait ressortir la grande diversité d'opinions autour du sujet présenté et laisse entrevoir la complexité pour l'aborder de manière pertinente. J'ai plus beaucoup de temps, je dois malheureusement passer. Donc ici, j'aurais présenté effectivement certains résultats avec les classes de matériel. Ce qui ressort, c'est que le moyen d'enseignement, Un monde en fait, est dynamique et qu'il offre une place et un temps consacré à la diversité. Concernant les résultats de l'approche par l'interdisciplinarité, je vais également aussi passer rapidement, vu que pour arriver finalement là où j'aimerais pouvoir arriver, à relever peut-être que dans les relations école-famille, l'enseignement du fait religieux favorise l'empowerment et valorise certaines cultures minoritaires.
Je vais maintenant ouvrir et donc là, je cite Blaich, que donc certains professeurs voient la religion comme utile à l'existence, d'autres estiment qu'elle ne devrait pas avoir sa place à l'école. Donc, en partant de cette constatation, je me pose la question sur le degré de croyance et de valeur des enseignants. En d'autres termes, où se situe-t-il? En quoi croit-il, croit-elle? Et j'expose ici une confrontation intime à ses propres croyances et valeurs, une confrontation aux croyances et valeurs des familles, une confrontation aux valeurs du système éducatif. Qu'est-ce que l'on entend, j'arrive bientôt à la fin, qu'est-ce que l'on entend par un enseignement vraiment neutre? Tout le monde est d'accord que les cours, que ces cours ne doivent pas être du catéchisme et personne ne souhaite qu'ils soient anti-religieux. Cependant, entre ces deux pôles, il reste une zone grise dans laquelle les objectifs et les tendances de l'enseignement demeurent confus et difficiles à distinguer. Cette zone grise est construite en fonction du contexte cantonal, des études ou des formations continues reçues par les différents enseignants. Ici, je schématise la confrontation aux croyances et valeurs des familles et du système éducatif. Une posture objective de l'enseignant face aux faits religieux et une neutralité est complexe. Qu'est-ce qu'on entend par un enseignement vraiment neutre? Tout le monde est d'accord sur la posture, donc tout le monde, c'est-à-dire les politiques, l'institution scolaire, les familles, s'accordent sur la posture neutre que devrait adopter l'enseignant. Ici, j'illustre l'interdépendance des valeurs et des croyances, mais de manière non exhaustive. Et puis, sur cette interdépendance et parfois sur cette confusion qui peut se faire entre ces deux pôles. Effectivement, une confrontation auquel l'enseignant lui-même est confronté par rapport à ses propres convictions. Finalement, ici, je schématise le potentiel idéal d'un enseignant en quête de neutralité. Entre l'apologie d'un discours tenu par l'enseignant en prenant en compte l'altérité et l'ouverture aux autres cultures, la tolérance, le partage et exposant la nécessité d'une interdépendance de la diversité pour la construction d'une société harmonieuse. Et la crainte des propos portés qui mènent à l'autocensure. Effectivement, la peur de juger le sentiment religieux de l'autre apparaît comme un frein plausible. De plus, cette posture ambivalente, car il s'agit de transmettre un savoir qui est à la fois historique et actuel, ancré dans des faits de société pouvant toucher à l'intime de certains apprenants, expose une certaine fragilité de l'enseignant dans l'exercice de ses fonctions. Cet aspect met en évidence l'une des complexités auxquelles peuvent être confrontés les enseignants, mais elle pourrait également venir d'une réticence, consciente ou non, issue des convictions personnelles et intimes de ces derniers. Finalement, elle pourrait s'inscrire dans la difficulté éprouvée par l'enseignant de se positionner de manière neutre face à l'altérité. Ces interrogations restent de mon côté en suspens et font l'objet de mon travail de mémoire. Merci pour votre attention et navré d'avoir débordé.